Bonjour à toutes et à tous. Alors là, je vais faire une série de 3 petites émissions qui portent évidemment sur l'actualité actuelle, qui est quand même assez chaude, c'est-à-dire sur le problème du nouveau Front populaire, sur le problème du Rassemblement national. Alors à la fois en termes historiques et en termes politiques. Alors la première émission, c'est sur l'historique, parce que j'ai remarqué quand même que Le Monde, qui est un quotidien, un grand quotidien quand même, connaît assez mal son histoire, puisque Le Monde a expliqué que le Front populaire de 1936 avait été dû à la crise de 29. Et j'ai entendu également Geoffrin donner des fausses informations sur la manière dont le Front populaire s'était formé. Alors, revenons un peu en arrière, c'est-à-dire qu'à une époque que les moins de 100 ans ne peuvent pas connaître, c'est en 1919, les Allemands sont mis à plat, et le pays est ruiné. Il est ruiné à la fois pas à cause des destructions de la guerre, mais il est aussi ruiné parce que des gens comme Clémenceau ont tenu à ce qu'il paye une amende en marque or absolument colossale, amende d'ailleurs qui retombe dans les poches des Américains, puisque les Américains qui sont arrivés en 17 sur le front ont aidé évidemment à la victoire, mais c'est eux qui font la reconstruction, et c'est eux qui livrent des céréales, donc l'amende colossale versée par l'État allemand, qui est déjà ruiné, repart aux États-Unis. Bon, les Allemands ont été non seulement ruinés, mais humiliés par le traité de Versailles, qui leur a enlevé des tas de terres. L'empire a été détruit et est née une république. La république qui sera dirigée par un grand chancelier. Et cette république-là commence très mal, puisque c'est les révolutions communistes des spartakistes en 1919, c'est-à-dire insurrection communiste, mais pas sur le modèle soviétique. C'est sur le modèle des conseils ouvriers dirigés par Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht, et ils sont qui se terminent dans le sang, puisque les corps francs qui étaient utilisés dans la Baltique pour combattre la révolution russe sont ramenés en Allemagne et noient dans le sang les révolutions ouvrières. Et donc Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg sont abattus, et à partir de ce moment-là, ils sont abattus sur ordre, il faut le savoir parce que c'est important, d'un gouvernement socialiste, le gouvernement de Notzk. Et à partir de là, il va y avoir une haine très forte entre socialistes et communistes. Et donc, les socialistes, la gauche est au pouvoir. Il y a eu ce qu'on appelle l'Allemagne de Weimar, avec un parti nazi qui, au début, est tout petit, puisqu'il tente un petit coup d'État en Bavière qui rate. Son dirigeant, Adolf Hitler, va en prison. Et c'est là où il va écrire Mein Kampf. Mais pour l'instant, le parti nazi ne représente pas grand-chose, et la ligne du Parti communiste est très claire, c'est classe contre classe, et notamment les socialistes sont appelés des sociofascistes, puisque le mot fascisme vient de la victoire de Mussolini en Italie. C'était les fascistes, c'était les faisceaux qui étaient à l'origine des organisations ouvrières, des organisations paysannes socialistes, et qui sont transformées en milices patronales petit à petit. Donc, on arrive en janvier 33. Janvier 33, Hitler prend le pouvoir, et il le prend tout à fait légalement, puisqu'il était d'ailleurs pas majoritaire en voix. Le Parti communiste était légèrement devant lui, mais le chancelier Hindenburg, qui est d'extrême droite et puis qui est un peu gâteux, nomme Hitler chancelier du Reich. Et en quelques mois, le parti nazi, sans qu'il y ait beaucoup de résistance d'ailleurs, détruit toutes les libertés après l'incendie du Reichstag, qui est attribué aux communistes alors qu'il avait été le fait des sections d'assaut de Rome, le bras droit de Hitler à l'époque. Bon, donc Hitler a pris le pouvoir, et c'est une secousse énorme dans tout le mouvement ouvrier international, et notamment le Moscou, qui jusqu'à maintenant avait cette politique de classe contre classe qui était assez criminelle, décide de changer de bord et lance à partir de 34 l'idée d'un front uni contre le fascisme. Alors, 6 février 34, je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, les ligues fascistes, enfin d'extrême droite, disons, en France, tentent de prendre le pouvoir au Palais Bourbon, ne réussissent pas, et c'est ça qui provoque l'unité ouvrière. Mais l'unité ouvrière, contrairement à ce qu'a dit Laurent Geoffrin à la télévision, ne part pas simplement de là-bas, c'est aussi un truc d'appareil. C'est-à-dire que le Parti communiste, qui n'est pas le plus fort, qui est dépassé par le Parti socialiste en France, voit une façon de prendre le dessus, puisqu'il dispose quand même de contingents ouvriers qui sont bien organisés et qui sont autrement plus militants que ceux du Parti socialiste. Même si le Parti socialiste, à l'époque, était autre chose que ce qu'il est devenu aujourd'hui. Bon. Donc, en 35, le Front populaire naît, c'est l'alliance des socialistes, des communistes et des radicaux. C'est important parce que les radicaux, c'est la partie bourgeoise de l'alliance, et c'est une partie qui va faire basculer du côté des élections le Front populaire.
Ces radicaux-là, il y a eu un combat au sein du Parti radical entre Daladier qui voulait l'alliance avec les socialistes et les communistes contre le danger nazi, et il l'emporte. Et donc, aux élections de juin 36, le Front populaire emporte une majorité de députés. Mais il faut savoir qu'en termes de voix, il faut se rappeler qu'à l'époque, les femmes ne votent pas. En termes de voix, le Front populaire n'obtient que 1%. C'est un déplacement de 1% de voix qui fait qu'il rafle une majorité au Parlement. Et en fait, ce 1%, c'est d'ailleurs un des points sur lesquels je vais parler après, c'est la bourgeoisie, c'est une partie de la bourgeoisie qui a été effrayée par le nazisme, et qui a été plus effrayée par le nazisme qu'elle ne l'était par le communisme, qui quand même à l'époque était autre chose que maintenant. Hein. Enfin, maintenant, n'en parlons même pas. Hein. C'est 2%, c'est un score trotskiste, si j'ose dire. Mais à l'époque, c'était surtout des militants qui menaient des grèves dures, qui menaient des bagarres dans la rue. Et cependant, cette toute petite partie de la bourgeoisie bascule du côté de la gauche et donne le pouvoir au Front populaire. Alors le Front populaire, on le sait maintenant, c'est une légende. C'est les congés payés. Alors non pas pour tout le monde, puisque les fonctionnaires avaient déjà 15 jours, mais pour le privé, ce qui change la vie des ouvriers évidemment, c'est les 40 heures au lieu des 48 heures, c'est les cercles Léo Lagrange, c'est la scolarité à 14 ans, etc., etc. C'est-à-dire que c'est surtout un choc culturel. Mais il faut savoir quand même que ce choc culturel ne dure que quelques mois. Et que ensuite, à partir de 1938, la même chambre de Front populaire va retirer les 40 heures pour les remplacer à nouveau par les 48 heures et va abroger petit à petit toutes les victoires ouvrières de 1936. Et c'est la même chambre, hein, je précise. Mais simplement, c'est la même chambre qui, en 1936, en 1938, voit le nazisme être de plus en plus puissant en Allemagne, c'est-à-dire que Hitler a réarmé sans que il y ait une quelconque réaction des puissances occidentales. Il a occupé les Sudètes, en Tchécoslovaquie, a provoqué la réunion de Munich, où toutes les puissances occidentales principales, c'est-à-dire la France et l'Angleterre principalement, se sont couchées devant Hitler. Donc le climat a complètement changé. La France est devenue extrêmement xénophobe. Elle renvoie chez elle 400 000 Polonais qui travaillaient dans les mines. Il y a des lois anti-étrangers qui sont très fortes. Et en fait, le Front populaire, ça a été ce qu'on appelait une parenthèse enchantée. Voilà pour la période historique.